Croire au monde, c'est ce qui nous manque le plus. Nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a dépossédés. Cette citation de Gilles Deleuze synthétise, selon moi, très bien le carrefour de crise dans lequel nous nous sommes enfermés aujourd'hui. Crise économique, crise politique et surtout crise environnementale. Aujourd'hui, je voudrais vous projeter vers les villes fertiles du XXIe siècle. Des villes qui ont pour ambition de fusionner l'innovation technologique, l'innovation top-down, développée par les industriels vers les politiques, avec l'innovation sociale, l'innovation bottom-up, qui est désirée par les citoyens et demandée aux politiques. Je suis né en 1977. À l'époque, nous étions 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Quand j'aurai 73 ans, en 2050, la population mondiale aura plus que doublé, pour atteindre 9 milliards 300 millions d'êtres humains sur Terre, avant d'atteindre le pic des 12 milliards annoncés pour 2100. On sait dès aujourd'hui qu'en 2050, 9 milliards de la population... Excusez-moi, j'ai un problème de... 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Villes qui, dès aujourd'hui, consomment plus de 80% de l'énergie. Notre but, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, c'est de développer des nouveaux prototypes architecturaux pour inventer la ville de demain, post-carbone, post-fossile, post-nucléaire et post-insecticide. Des villes qui, finalement, s'inspirent des écosystèmes, comme par exemple la forêt amazonienne, qui n'émet aucune pollution, qui génère toute son énergie grâce à la photosynthèse et qui transforme tous les déchets en ressources naturelles pour les autres êtres vivants. Ainsi, nous développons des projets qui s'inspirent du biomimétisme, du biomorphisme et de la bionique pour transformer les plus belles formes, les plus belles structures et l'intelligence des matériaux dans des architectures proactives. Au début de la création de mon agence d'architecture, nous avons imaginé par exemple le projet Lilipad, une ville flottante pour réfugiés climatiques qui est construite à partir des déchets plastiques que l'on retrouve aujourd'hui dans le 7e continent. Cette ville flottante, elle a pour vocation d'abriter les 250 millions de réfugiés climatiques qui vont apparaître d'ici les 35 prochaines années. Cette population qui va devoir quitter leurs terres, suite notamment à la montée des eaux et à la salinisation de leurs terres agricoles. Un autre grand projet de recherche et de développement que nous menons depuis 10 ans, notamment avec le MIT aux États-Unis, est le projet Dragonfly. C'est le premier prototype de ferme verticale qui vient étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers suspendus ici dans le ciel de Manhattan. Le but, il est simple, c'est de rapatrier les lieux de production alimentaire biologique au cœur des lieux de consommation pour mettre en place cette fameuse économie circulaire. Un autre grand projet de recherche et de développement que nous venons de remporter pour la ville de Mossoul en Irak est le projet d'un pont agricole, un Ponte Vecchio du futur, que nous avons proposé pour la reconstruction de la ville de Mossoul, qui a été complètement anéantie par la coalition internationale qui a voulu encercler Daesh dans le cœur historique. Notre but est de reconstruire, via des imprimantes 3D, des ponts habités à partir des débris de la guerre. Ainsi, on essaye de transformer les contraintes en opportunités, les déchets en ressources. Nous avons imaginé ce projet qui a été conçu à partir d'un module de 3,60 m sur 3,60 m, qui pourrait être imprimé en 3D en 1 heure et qui permettrait notamment à la coalition internationale de reconstruire efficacement les 5 ponts détruits pendant la guerre. Alors je vous rassure, je ne suis pas le nouveau scénariste d'Avatar 2, je ne suis pas un dessinateur de bande dessinée belge. Ces idées qui sont basées sur la décentralisation énergétique, sur la désindustrialisation alimentaire et sur la mobilité douce, aujourd'hui, nous les construisons, justement pour quitter le modèle d'économie linéaire qui produit, qui consomme et qui génère des déchets et de la dette, pour passer à cette fameuse économie circulaire
qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé et recyclable en boucle vertueuse, en étant basé uniquement sur les énergies renouvelables et en ne créant aucun déchet. Depuis 2010, nous travaillons sur le projet Taozu Yinyuan, une tour résidentielle de 50 000 m² qui est en fin de chantier aujourd'hui à Taipei, capitale de Taïwan. Le concept de cette tour, c'est de transformer nos villes en écosystèmes, de transformer nos quartiers en forêts habitées et de transformer nos bâtiments en arbres vivants, capables de produire toute l'énergie dont ils ont besoin et de recycler leurs déchets. La spécificité de ce projet est qu'il vient de recevoir la certification de diamant en tant qu'architecture carbo-absorbante. C'est-à-dire que cette tour de 120 mètres de hauteur est recouverte de plus de 25 000 plantes, arbustes et arbres, capables de stocker entre 135 et 150 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. C'est donc une tour qui est un mini-euro climatique capable de venir dépolluer l'atmosphère urbaine de la ville de Taipei. Le rêve, finalement, est de créer des sky villas, de prendre tout l'avantage de vivre à la campagne, au cœur de nos villes, avec des appartements privés entourés de 250 m² de vergers et de potagers individuels. Comme l'ensemble de nos projets, cette tour intègre les énergies renouvelables de pointe, comme par exemple une grande canopée solaire et éolienne en toiture. Elle intègre du triple vitrage pour baisser de 70% la consommation d'électricité relative à la climatisation mécanique. Grâce à l'évapotranspiration des plantes, on permet aussi de bioclimatiser naturellement l'intérieur des appartements et on utilise les eaux grises, c'est-à-dire les eaux provenant de votre salle de bain et de votre cuisine, qui est recyclée pour venir arroser au goutte à goutte, de façon automatique, ces 10 000 m² de jardin suspendus. La grande spécificité de ce projet est qu'il est construit au-dessus de la plus grande faille sismique au monde. On a gagné ce projet juste après le tremblement de terre de Fukushima et on a dû construire une tour roseau qui plie mais ne rompt pas, qui est capable d'encaisser les tremblements de terre allant jusqu'à 10.0 sur l'échelle de Richter. On a donc une tour qui est construite 100% en acier ultra performant et qui intègre, outre les énergies renouvelables, un système constructif hyper flexible qui permet d'avoir des appartements de 650 m² libres de tout poteau, de tout mur et de toute gaine. C'est-à-dire des appartements que l'on peut transformer du jour au lendemain sans faire de travaux, étant donné par exemple qu'on a utilisé un double plancher généralisé qui permet à chacun d'avoir une salle de bain ou une cuisine à roulettes que l'on vient plugger où l'on souhaite dans l'appartement. On a donc des appartements réversibles, des appartements mutables, des appartements durables qui peuvent se transformer au fur et à mesure de la cellule familiale. Vous avez ici une photo de chantier avec le grand cratère de 10 000 m², ce grand skateboard antisismique qui vient encaisser les ondes de choc des tremblements de terre. Le noyau central, avec les poutres Virondale qui tournent de 9 degrés d'étage en étage, et la vrille complète ici de 90 degrés qui s'opère pour accueillir les appartements. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que pour rentrer dans un certain pragmatisme économique, nous avons travaillé à partir d'une charpente préfabriquée et standardisée en usine, qui nous a permis de rationaliser les coûts et qui, suite à sa révolution, présente ici une volumétrie en forme de V, un peu plus loin une volumétrie en forme d'ellipse, mais également une volumétrie en forme de pyramide. Le projet est actuellement en fin de chantier. On voit ici, par exemple, aux étages impairs, qu'on n'a aucun point porteur entre le noyau central et les colonnes spiralées aux extrémités des plateaux, qui permettent ainsi d'avoir des grandes façades vitrées qui s'ouvrent sur plus de 30 mètres de longueur pour avoir une perméabilité complète avec la végétation. La tour est ici presque terminée, elle est en cours de végétalisation et, comme je le disais en introduction, une fois qu'elle sera complètement végétalisée avec ses 25 000 arbres, elle sera capable de devenir un véritable puits de carbone dans la ville de Taipei relativement polluée. Notre but en tant qu'architecte, c'est d'inventer des nouveaux modes de construction durables, de les faire breveter dans un second temps pour pouvoir les démocratiser et pour pouvoir répéter ces modèles
en respectant des coûts de plus en plus serrés qui nous sont demandés par nos clients ou par les municipalités. Ici, par exemple, vous avez une déclinaison de cette tour que nous étudions actuellement pour la ville de Shanghai sur une hauteur de 200 mètres et avec une vrille de 180 degrés où nous avons pu diminuer de 50% le coût de construction. Un autre grand projet en chantier actuellement qui est suivi par l'agence est le projet de Gate Héliopolis au Caire, capitale de l'Égypte. Le projet ici ressemble finalement à un îlot d'habitation que l'on peut retrouver à Bruxelles ou à Paris. C'est un îlot de 250 mètres de côté, de 450 000 mètres carrés, qui contient 1200 logements. La particularité est que le projet est recouvert d'une immense canopée solaire, photovoltaïque et thermique, qui génère donc l'électricité et l'eau chaude sanitaire pour l'ensemble des habitants. Ce sont les écailles bleues que vous voyez sur cette image de synthèse. En plus de cette technologie high-tech, nous avons intégré une technologie low-tech, une technologie qui existe depuis plus de 3000 ans et que l'on retrouvait déjà dans les temples des pharaons à l'époque. Ce sont les malkaf, ce sont des cheminées à vent qui permettent d'aspirer l'air chaud du Caire à 45 degrés, de le faire passer sous les fondations, là où l'inertie thermique de la Terre est constante toute l'année à 18 degrés, avant de réimpulser cet air naturellement rafraîchi sans un seul kilowattheure à l'intérieur des appartements. En associant ainsi le low-tech et le high-tech, nous avons ici un bâtiment qui diminue de 80% sa facture énergétique par rapport à n'importe quel bâtiment traditionnel. Pour la ville du Caire, nous avons également dessiné les Philolight, un prototype d'éclairage urbain qui est associé avec des éoliennes axiales, donc des éoliennes qui tournent sur leur axe vertical, qui permettent d'avoir un éclairage urbain autosuffisant. Ici, nous avons la canopée solaire qui se replie sur la façade principale. Et si on zoome sur cette canopée solaire, on s'aperçoit qu'elle est constituée d'une multitude d'écailles photovoltaïques qui tournent d'est en ouest, comme le font par exemple les fleurs de tournesol pour optimiser l'ensoleillement et donc la production énergétique. Ici, nous sommes à l'intérieur du mall qui est actuellement en chantier avec ces grands malkaf, ces cheminées à vent qui pénètrent l'ensemble du projet et qui intègrent des jardins verticaux à l'intérieur du bâtiment. Le projet ici que nous développons donc en Égypte répond à un coût de construction équivalent à 1200 € du mètre carré. Cela est possible parce que c'est un méga projet et donc nous sommes ici capables de proposer une architecture durable avec une économie durable qui est capable de rembourser la plus-value initiale de 10 à 15% due à l'apport des énergies renouvelables sur les frais d'exploitation où après 10 ans, nous avons finalement une copropriété à économie positive. Un troisième projet qui va rentrer en chantier, le projet Hyperion, c'est un projet de 6 tours arboricoles, c'est-à-dire des tours qui proposent de ramener l'agriculture urbaine au cœur de la ville de New Delhi en Inde. La particularité de ce projet est que la construction est faite à partir de CLT, du Cross Laminated Timber, c'est-à-dire du bois massif entrecroisé, qui compose 75% de l'édifice. Ainsi, au lieu de construire en béton ou en acier, on construit en matériaux biosourcés grâce à ce bois massif qui provient de forêts éco-responsables, c'est-à-dire des forêts où on prend le soin de renouveler le stock de bois que l'on prélève au fur et à mesure du cycle de vie de la forêt. Le projet intègre de nombreuses serres dédiées à la permaculture, c'est-à-dire une culture agricole raisonnée, sans intrants phytosanitaires, c'est-à-dire à partir de technologies biologiques. Ici, nous voyons que nous proposons finalement aux habitants de se transformer en urbaculteurs, c'est-à-dire que le consommateur traditionnel devient un consommateur et il devient cultivateur d'une partie de son alimentation alimentaire. Ce que nous proposons finalement dans les villes du futur, c'est de rapatrier le secteur tertiaire, les agriculteurs, ceux qui travaillent de leurs mains, au cœur des villes qui sont souvent uniquement dédiées aux espaces de bureaux.
On voit ici les grands lobbies d'entrée avec leur structure en bois. Et ici, à l'intérieur des appartements, la charte Cradle to Cradle, du berceau au berceau, qui propose aux habitants d'utiliser uniquement des matériaux biosourcés, issus de filières recyclées et ou recyclables, pour avoir finalement une empreinte carbone la plus faible possible. Après avoir vu ces projets très prospectifs qui se construisent aujourd'hui à Taïwan, au Caire ou en Inde, on se demande si ces nouvelles technologies qui existent sont applicables au tissu de nos vieilles villes européennes, des villes qui sont caractérisées par leur patrimoine intrinsèque. On a eu la chance, en 2015, d'être sélectionné par la mairie de Paris, par la maire Anne Hidalgo, pour développer une vision de Paris à long terme. Cette vision, elle s'appelle Paris Smart City 2050. C'est un plan d'urbanisme qui propose de quitter l'étalement urbain à l'horizontale pour adopter une densification urbaine verticale. Ainsi, nous quittons la vision d'un Paris minéral, d'un Paris gris, d'un Paris qui est très sensible aux aléas climatiques et au dérèglement climatique, pour proposer un Paris végétal, un Paris dédié à des bâtiments qui produisent leur propre énergie, qui recyclent leurs propres déchets, qui réintègrent l'agriculture urbaine sur les façades, sur les balcons, sur les toitures. Un Paris qui finalement est capable de diminuer de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici les 32 prochaines années. Ici, vous avez une vue de ce Paris en 2050 depuis la cathédrale Notre-Dame, en voyant le quartier latin depuis les chimères et les gargouilles qui étaient chères à Victor Hugo. Le concept de cette étude, c'est la solidarité énergétique. La solidarité énergétique, c'est un concept que nous avions mis en place pour proposer des greffes contemporaines, architecturales, qui génèrent toute l'énergie dont les bâtiments haussmanniens, notamment, historiques, ont besoin. Ici, par exemple, rue de Rivoli, sur le plus grand axe historique de la ville de Paris, nous proposons de construire des tours montagnes qui dressent leur bouclier solaire le long de la course du soleil et qui viennent étager des vignobles dans le ciel de Paris. Ces tours génèrent l'électricité, le réseau de chaleur et le réseau de frigories nécessaires à climatiser toute l'année le parc des bâtiments haussmanniens existants. Au-dessus de la Seine, nous voulons marquer les deux entrées de Paris sur le boulevard périphérique, franchissant la Seine. Et nous proposons ici la construction de Ponte Vecchio du futur, des bâtiments ponts qui viennent s'asseoir sur des piles hydroélectriques où des roues à eau transforment le mouvement de la Seine, l'énergie cinétique de la Seine, en énergie pour éclairer et pour réchauffer le bâtiment. Je parlais tout à l'heure d'innovation sociale. Aujourd'hui, en tant qu'architecte, nous demandons aux citoyens de travailler avec nous sur le processus de conception dès la genèse du projet. Actuellement, par exemple, nous développons l'ouverture de la Petite Ceinture, une ancienne voie ferrée abandonnée au cœur de Paris, l'équivalent de la High Line de New York, où nous proposons de développer des espaces de coworking, des espaces de co-living qui sont mis en place par les habitants, accompagnés par des architectes. Le long de cette petite ceinture, nous proposons notamment de rénover les tours construites pendant les années 60 en venant y ajouter des balcons maraîchers dont la plus-value structurelle est reportée au sol grâce à des doubles pots construites en bambou. Nous faisons la même opération sur les HBM, les habitats bon marché, les ancêtres des HLM à Paris, où nous voulons répondre à la pénurie de logements étudiants. Nous avons ici développé un bâtiment ruche composé d'une alvéole de 12 mètres carrés qui se répète dans l'espace pour pouvoir proposer aux étudiants des logements qui sont pré-énervés avec cuisine et salle de bain que l'on peut faire évoluer suivant notamment l'évolution de la cellule familiale de chacun. On a donc un bâtiment évolutif, mutable, transformable, réversible. Ici, c'est toujours dans le projet Paris Smart City 2050, dans la continuation du projet Dragonfly, nous avons travaillé avec AgroParisTech pour calculer combien de fermes verticales on aurait besoin pour nourrir la population de la capitale française. Nous avons estimé que si nous construisions une vingtaine de fermes verticales de 150 mètres de hauteur, comme ici, ces amoncellements de calais horticoles
sur la porte d'Aubervilliers, nous serions capables de produire une alimentation biologique redistribuée en circuit court selon les saisons pour 40% des Parisiens. Nous arrivons ici à la fin du voyage parisien avec la gare du Nord qui relie Bruxelles à Paris, où nous avons proposé un quartier inspiré du vivant, inspiré d'une mangrove, où nous avons des tours qui ressemblent à des palétuviers, qui viennent s'enraciner dans les espaces interstitiels entre les rails et les quais, et qui transforment les pas des 750 000 visiteurs qui empruntent chaque jour les 38 quais de la gare du Nord en électricité. Effectivement, ici, nous avons travaillé avec l'université de l'EPFL à Lausanne en proposant de recouvrir les quais de dalles piézoélectriques, c'est-à-dire des dalles à sustentation magnétique qui transforment le mouvement de vos pas en énergie pour redistribuer toute cette énergie à l'ensemble du quartier de la gare du Nord. Ce que nous avons voulu montrer avec les universités, avec les scientifiques, avec tous les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet, c'est qu'aujourd'hui, à partir des technologies existantes, à partir des innovations sociales demandées par les citoyens, nous pouvions construire des territoires globaux à énergie positive, c'est-à-dire des territoires qui produisent leur propre énergie et qui produisent même plus d'énergie qu'ils n'en consomment en redistribuant cette plus-value aux tissus urbains avoisinants. Pour nous, c'est la clé de la projection des villes historiques vers le XXIe siècle et où finalement, on proclame qu'on est absolument aujourd'hui dans l'urgence de rénover nos villes historiques pour pouvoir faire en sorte de baisser notre empreinte carbone. On va passer maintenant à une échelle un peu plus petite sur des bâtiments qui sont en étude, comme par exemple l'Arboricole. C'est un projet que nous développons pour la ville d'Angers, une ville de 200 000 habitants, où nous proposons un bâtiment qui vient directement alimenter ses habitants. C'est un bâtiment qui est dédié à la génération des millennials, cette génération née après l'an 2000, qui souhaite des bâtiments transformables, qui intègrent les énergies renouvelables et des potagers communautaires qui sont donc cultivés par l'ensemble de ses habitants. Ce que nous voulons prouver avec ce type de projet, c'est qu'en utilisant les matériaux locaux, par exemple ici la pierre de tuffeau, que l'on retrouve sur le château des Ducs de l'Anjou, nous pouvons parfaitement inscrire ces architectures contemporaines dans les tissus urbains existants. Et nous pouvons mettre en place ces phénomènes de résilience urbaine. Je vais simplement finir par ce projet que nous avons développé pendant plus de 2 ans pour la ville de Bruxelles sur le site de Tour et Taxi. C'est finalement la genèse d'un nouveau territoire global à énergie positive qui est construit autour d'un étang central qui vient récupérer les eaux de pluie. À gauche de l'image, nous proposons la rénovation de la gare maritime, l'une des plus grandes gares d'Europe, qui fait 380 mètres de long sur 180 mètres de large, que nous proposons de venir amplifier avec la construction de 3 forêts verticales carbo-absorbantes à l'image de notre projet à Taipei. Cette gare maritime, qui est un peu un symbole de l'art nouveau, avec cette grande structure inspirée des motifs végétaux qui sont le symbole de l'art nouveau, on vient la complémenter via une architecture tout en bois qui propose la construction d'un campus transgénérationnel et transdisciplinaire qui accueillera des grosses entreprises établies, des universités et des incubateurs de start-up pour faire finalement en sorte que toutes les générations se croisent et accélèrent l'innovation autour des technologies vertes. On a donc ici proposé un grand espace microclimatique qui proposera aux futurs étudiants, aux futures sociétés, de travailler toute l'année dans un immense jardin tempéré. Enfin, juste devant le quartier nord, nous voulons, par la construction de ces forêts verticales, proposer la revitalisation du canal de Bruxelles, où, quand on analyse l'ensemble des capitales européennes, on s'aperçoit qu'elles se sont toutes développées autour de leur fleuve. Et pourtant, Bruxelles a construit, par exemple, son quartier européen complètement à l'est de la ville, et on se demande pourquoi le fleuve, la Seine, n'a pas été mieux mise en valeur. Pourquoi le quartier nord n'est pas devenu un quartier multiculturel, multifonctionnel, entre notamment les tours administratives et la commune de Molenbeek et de Laken. On pense que le futur de la ville va passer vers ce nouveau modèle de ville dense, de ville verte,
de villes hyper connectées qui finalement prennent le meilleur du low-tech et le meilleur du high-tech. Je voudrais simplement terminer ma présentation par une citation d'Eleanor Roosevelt qui disait si bien « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Merci bien.